Elle avait abandonné sa carrière militaire pour prendre soin de sa mère malade. Sans but, à cheval, elle finit par s'introduire sur des terres qui ne lui appartenaient pas. Quand elle descendit, vêtue d'une tenue militaire usée, elle devint la cible de moqueries. « Petite militaire égarée », riait-il. Le problème, c'est que juste là, une moissonneuse batteuse à l'arrêt drainait beaucoup d'argent chaque jour. Tandis que des hommes expérimentés échouaient, elle se contentait d'observer la machine, en silence. Personne n'imaginait ce que cette intrusion allait provoquer. Mais avant, revenons au début de l'histoire, et vous comprendrez parfaitement. Je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée en Beauce, dans une région où les champs de betteraves s'étendent à perte de vue. C'est une histoire de jugement hâtif sur la façon dont on regarde parfois une personne et on croit tout savoir d'elle juste à son apparence. Vous verrez à quel point ceux qui ont sous-estimé une jeune femme d'à peine 25 ans se sont trompés. Monique Duval avait appris la mécanique lourde de la manière la plus difficile. Pendant 4 ans, elle avait servi comme aide mécanicienne sur des chars de combat M1 Abrams dans l'armée des États-Unis, à la base de Souges, en Gironde. Ses petites mains précises parvenaient à atteindre des compartiments minuscules que des mécaniciens plus grands n'auraient tout simplement pas pu. Grâce à cela, elle était devenue indispensable à la base. Tandis que d'autres peinaient à accéder à des valves cachées et des connexions serrées sur les chars de 62 tonnes, Monique glissait ses doigts agiles dans les espaces impossibles, réparant ce qui semblait irréparable. Elle avait des plans ambitieux. Elle voulait se spécialiser en ingénierie de blindés, construire une carrière solide dans l'armée américaine, peut-être un jour devenir ingénieure en chef de maintenance. Monique économisait chaque centime de son salaire, étudiait la nuit, suivait des cours supplémentaires. L'avenir semblait prometteur pour cette jeune femme déterminée qui avait traversé l'océan en quête d'opportunités. Jusqu'à un jeudi de novembre où le téléphone sonna. C'était une voisine de sa mère, Madame Thérèse, qui appelait du Petit Pont, un petit village en Beauce. La voix tremblante à l'autre bout de la ligne fit geler le cœur de Monique. « Ta mère s'est évanouie aujourd'hui en vendant ses légumes au bord de la route. Elle est à l'hôpital, ma fille. Les médecins ont dit que c'était grave. » Monique laissa tout tomber, demanda une dispense immédiate, rangea ses affaires dans 2 valises à la hâte et prit le premier vol pour la France. Quand elle arriva à l'hôpital municipal de Clermont-Ferrand, le diagnostic l'attendait comme un coup de poing dans l'estomac. Arythmie cardiaque grave causée par une valve endommagée. Madame Thérèse, 67 ans, avait besoin d'un implant urgent d'un stimulateur cardiaque double chambre avec resynchronisation cardiaque. « Combien coûte cette procédure ?» demanda Monique au cardiologue, sachant déjà que la réponse ne serait pas bonne. « À la clinique Saint-Louis, où je recommande de le faire compte tenu de la complexité du cas de votre mère, cela coûte environ 22 000 €. Cela inclut le stimulateur cardiaque importé, la chirurgie, l'hospitalisation et le suivi post-opératoire. » Monique déglutit difficilement. « Et par le système public de santé ?» Le médecin soupira, et dans ce soupir, elle entendit la réponse avant même qu'il ne parle. Le système public offre la procédure gratuitement, oui. Mais la liste d'attente actuelle pour ce type de chirurgie cardiaque est d'environ 4 ans. 4 ans. Madame Thérèse n'avait pas 4 ans. Les examens montraient qu'elle avait des semaines, peut-être quelques jours si elle avait de la chance. Monique avait de l'argent, ou plutôt, elle aurait dû en avoir. Quand elle avait demandé sa dispense de l'armée américaine, elle avait droit à recevoir 28 000 € en valeur de fin de contrat, économies accumulées et avantages. Mais la bureaucratie militaire avait tout retenu, alléguant la nécessité de vérification et de processus administratifs qui pourraient prendre du temps. Elle avait contacté un avocat, mais les rouages de la justice américaine tournaient lentement pour les affaires internationales. Pendant ce temps, Monique retourna dans la petite maison en pisé où elle avait grandi, aux environs du Petit Pont. La maison avait 2 pièces minuscules, des murs en terre battue, un toit de vieilles tuiles qui laissait la pluie s'infiltrer les nuits d'orage. Là, elle s'occupait de Madame Thérèse avec la discipline qu'elle avait apprise à l'armée.
Horaire strict pour la médication, régime alimentaire contrôlé, note méticuleuse des symptômes, mais le désespoir grandissait chaque jour. Elle voyait sa mère dépérir, le visage pâlissant, la respiration plus difficile, les mains tremblant quand elle essayait de tenir une tasse de café. Madame Thérèse, qui avait toujours été forte, qui avait vendu des légumes au bord de la route pendant 30 ans pour élever sa fille seule, après que son mari fut mort dans un accident de camion, parvenait maintenant à peine à sortir du lit. La seule joie qui restait à Monique était de monter son cheval, Étoile, le matin. Elle se levait à 5h30 avant que le soleil ne se lève complètement, sellait la jument marron avec des taches blanches et galopait sur les chemins de terre qui coupaient la région, le vent frappant ses cheveux châtains intenses, couleur qu'elle gardait depuis ses jours à la base militaire. C'était le seul moment où elle parvenait à respirer sans sentir le poids écrasant de l'impuissance. Ce fut lors d'une de ces cavalcades, un mardi chaud de décembre, que tout changea. Monique suivait son chemin habituel, admirant l'horizon vert interminable des champs de betteraves. Le ciel était d'un bleu profond, et la chaleur commençait déjà à se faire sentir, même s'il n'était que 7 heures du matin. Elle pensait à sa mère, aux 22 000 € qu'elle n'avait pas, aux avocats américains qui ne répondaient pas à ses emails avec l'urgence dont elle avait besoin. Distraite, perdue dans ses propres pensées sombres, Monique ne remarqua pas quand Étoile franchit la vieille clôture qui délimitait les terres de la ferme des Trois Frères, la propriété d'Antoine Mercier, le plus riche agriculteur de la Beauce. « Intrusion !» Le cri vint d'un homme robuste d'environ 52 ans, monté sur un cheval noir. C'était Bernard Fournier, le contremaître de la ferme. Il galopa jusqu'à Monique et saisit les rênes d'Étoile avec force, faisant hennir la jument effrayée. « Retirez-vous immédiatement de ces terres ou j'appelle la gendarmerie » cria Bernard, les yeux injectés de colère. Monique, qui portait encore son pantalon cargo vert militaire usé et ses bottes de combat noires, les mêmes qu'elle utilisait à la base de Souges, leva les mains en signe de paix. Elle était habituée à gérer des situations tendues. Elle avait suivi des formations de désescalade de conflits. « Calmez-vous, monsieur, j'étais distraite, je n'ai pas remarqué que j'avais traversé. Ma mère est très malade et je pensais à elle. Je suis désolé. Vous êtes venu voler des betteraves, c'est ça ?» Bernard la coupa avec mépris. « Vous, les intrus, êtes tous pareils. Vous croyez pouvoir entrer sur une propriété privée. Et qu'auriez-vous fait à la place de Monique? Commentez ci-dessous. » À ce moment, un son coupa l'air et fit interrompre la discussion à Monique. C'était un bruit qu'elle connaissait bien, le raté inimitable d'un gros moteur diesel qui lâche. Tac-tac-champ, tac-tac-champ. Le motif irrégulier de combustion incomplète indiquait probablement une défaillance du système d'injection ou, plus probablement encore, d'après le son rauque, un problème dans le circuit hydraulique affectant la pression. Les yeux entraînés de Monique se tournèrent immédiatement vers l'origine du bruit. À environ 200 mètres de distance, en plein milieu du champ de betteraves, se tenait une imposante moissonneuse-batteuse, une Jactover 500. Monique reconnut le modèle immédiatement. Elle avait étudié les machines agricoles lourdes dans le cadre de sa formation sur les gros véhicules diesel. La barre de coupe avant de la machine était complètement paralysée et de la fumée noire s'échappait du compartiment moteur, montant en spirale épaisse contre le ciel bleu. Autour de la moissonneuse, elle pouvait voir un groupe d'au moins 8 hommes gesticulant de désespoir. Certains les mains sur la tête, d'autres parlant au téléphone avec une agitation visible, même à distance. Monique descendit d'Étoile sans demander la permission et commença à marcher vers le groupe. « Où croyez-vous aller, intruse ?» Bernard bloqua son chemin à nouveau. Elle désigna la moissonneuse à l'arrêt. « Cette machine là-bas, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Avant que le contremaître ne puisse répondre, un homme arriva dans un pick-up Ford Ranger noir, 2023, soulevant de la poussière. Quand il descendit, Monique sut immédiatement qui était Antoine Mercier en personne, grand, environ 57 ans, bronzé par le soleil, qui avait martyrisé sa peau pendant des décennies, cheveux gris coupés courts,
expression perpétuellement sévère. Il portait une chemise claire, manches retroussées, et un jean avec une ceinture en cuir travaillée à boucles argentées. Il portait une montre que Monique reconnut comme une Rolex Submariner, valant facilement 18 000 €. Antoine était en pleine discussion animée au téléphone, la voix haute de colère contenue. « Nous avons déjà dépensé une fortune et rien ne fonctionne », criait-il à son interlocuteur. « 3 techniciens de Jacto sont venus directement de Châlons-en-Champagne et aucun d'eux n'a réussi à faire fonctionner cette maudite machine. Nous devons livrer 340 000 tonnes de betteraves dans les 15 prochains jours, où nous perdrons 12 millions d'euros en contrats avec les sucreries. » Il raccrocha violemment. Et c'est alors qu'il vit Monique là, immobile, avec ses vêtements militaires usés, ses cheveux bleus attachés en queue de cheval, ses bottes poussiéreuses. Antoine fronça profondément les sourcils. « Qui êtes-vous? Que faites-vous sur mes terres ?» Bernard s'avança, tout empressé. « Patron, c'est une intruse que j'étais en train d'expulser quand vous... » Monique l'interrompit. Elle utilisa la voix ferme et claire qu'elle avait développée en rapportant des problèmes techniques à ses supérieurs à la base militaire. Un ton respectueux mais sans soumission, objectif et direct. « Monsieur, je peux jeter un œil à cette moissonneuse pour vous ?» Le silence qui suivit ne dura que 2 secondes, avant d'être brisé par des éclats de rire. Bernard fut le premier, se pliant en deux. « Cette femme est folle et menteuse, patron. Regardez sa tête. Regardez comment elle est habillée. » D'autres travailleurs qui s'approchèrent se joignirent au sarcasme, désignant Monique, riant fort, faisant des commentaires entre eux. Antoine observa Monique de haut en bas, avec ses yeux expérimentés de quelqu'un qui a tout vu. Il vit ses vêtements militaires usés, ses bottes poussiéreuses de terre rouge, son visage jeune sans maquillage, ses cheveux d'une couleur peu conventionnelle. « Qui pensez-vous être ?» demanda-t-il d'une voix pleine de scepticisme. « Vous croyez pouvoir réparer une machine à 2,7 millions d'euros que 3 ingénieurs diplômés du fabricant lui-même n'ont pas réussi à réparer. » Monique garda sa posture droite, épaules en arrière, menton légèrement levé, main derrière le dos, position de garde modifiée qu'elle avait adoptée des milliers de fois en parlant avec des officiers supérieurs. « Monsieur, j'habite là-bas, dans cette maison en pisé, avec ma mère, » dit-elle en désignant l'humble construction visible au loin. « Pendant 4 ans, j'ai travaillé comme aide mécanicienne sur des chars de combat M1 Abrams dans l'armée des États-Unis, à la base de Souges, en Gironde. Si ça fonctionne avec un moteur diesel et un système hydraulique, je comprends. » La réaction fut immédiate et cruelle. Les hommes explosèrent en rire encore plus fort. Certains se pliant en deux, d'autres applaudissant à force de rire. « Elle réparait des chars de combat », se moqua l'un des travailleurs, un homme corpulent à casquette sale. « Vous voyez ça, des chars de combat? Et moi, je suis astronaute à la NASA », cria un autre, provoquant une nouvelle vague de rire. Bernard cracha par terre avec dédain. « Celle-là a dû prendre trop le soleil sur la tête et délire, patron. Elle a dû boire trop d'eau chaude. » Antoine secoua la tête, et Monique vit dans ses yeux ce mélange d'impatience et de mépris que les gens ont souvent quand ils pensent que quelqu'un ment effrontément. « Écoutez, mademoiselle, » dit Antoine, se tournant déjà pour retourner à son pick-up. « Je viens de louer une moissonneuse de remplacement à la sucrerie Sainte-Claire pour 15 000 € par jour jusqu'à ce que je résolve cette situation. Je n'ai pas le temps d'écouter les délires d'une bergère folle. Allez, circulez avant que j'appelle vraiment la gendarmerie. » Les travailleurs rirent encore plus fort. Monique sentit le sang lui bouillir dans les veines, mais des années de discipline militaire lui avaient appris à garder son sang-froid, même sous une pression extrême. « Monsieur, » insista-t-elle, « encore une fois, avec tout le respect, je vous ai vu angoissé parler de perte de millions. Je peux... » Antoine se tourna brusquement, les yeux étincelants d'impatience. « Écoutez, jeune femme, je dois livrer 340 000 tonnes de betteraves à 3 sucreries différentes dans les 15 prochains jours. La tonne de betteraves est cotée aujourd'hui à 35 €. Cela représente exactement 11 900 000 € de contrats en jeu.
Vous croyez vraiment que je vais faire confiance à une... Il gesticula vaguement vers elle, cherchant ses mots. À une personne vêtue comme si elle sortait de la guerre du Vietnam, qui apparaît de nulle part sur mes terres, en disant qu'elle répare des chars de combat? Les travailleurs rirent si fort qu'ils effrayèrent quelques oiseaux dans les arbres voisins. Monique ferma les yeux un instant. Derrière ses paupières, elle vit le visage de Madame Thérèse allongé dans son lit, pâle, les mains tremblantes. Elle vit chaque battement cardiaque irrégulier du moniteur qu'elle avait elle-même acheté dans un magasin d'équipements médicaux d'occasion. Elle vit le temps s'échapper entre ses doigts, comme du sable. Quand elle rouvrit les yeux, il y avait une détermination de fer qui fit même Antoine marquer une pause. « Si je répare cette moissonneuse pour vous, » dit Monique d'une voix ferme, « vous payez l'opération de ma mère. » Le silence qui s'ensuivit après la proposition de Monique fut si profond qu'on pouvait entendre le vent agiter les feuilles des eucalyptus en bordure de la propriété. Tous les hommes se regardèrent, complètement incrédules de ce qu'ils venaient d'entendre. Une femme inconnue, habillée en militaire, proposait un accord, comme si elle avait un quelconque pouvoir de négociation. Antoine Mercier plissa les yeux, étudiant le visage de cette jeune femme étrange. « Combien coûte cette opération ?»« 22 000 €, répondit Monique sans hésiter. « Stimulateur cardiaque, double chambre avec resynchronisation cardiaque à la clinique Saint-Louis de Clermont-Ferrand. Ma mère a une arythmie grave, une valve endommagée. Sans la chirurgie, elle a quelques semaines à vivre. Avec la chirurgie, elle peut vivre 20, 30 ans de plus avec qualité. » La spécificité de la réponse prit Antoine par surprise. Ce n'était pas le genre de choses que l'on invente sur le moment. Il vit quelque chose dans ses yeux. Du désespoir, oui, mais aussi une confiance inébranlable qui ne correspondait tout simplement pas à une menteuse ou une folle. Bernard, cependant, n'eut pas la même perception. « Patron, ne croyez pas à cette histoire. C'est une arnaque. Elle veut vous soutirer de l'argent avec cette histoire de mère malade. » D'autres travailleurs murmurèrent leur accord. « C'est vrai, patron, faites attention à ces gens. Elle a dû vous voir de loin et a inventé toute cette histoire. » Monique garda sa posture ferme, mais à l'intérieur son cœur battait à tout rompre. Elle savait que c'était sa seule chance. L'argent de l'armée américaine était bloqué par la bureaucratie, ce qui pourrait prendre encore des semaines à se résoudre. Et Madame Thérèse n'avait pas des semaines. Antoine resta silencieux un long moment, le vent agitant ses cheveux gris. Il regarda la moissonneuse à l'arrêt, puis Monique, puis de nouveau la machine. Il faisait des calculs mentaux. 15 000 € par jour, de location de la moissonneuse de remplacement, 22 000 € que cette femme demandait contre 12 millions d'euros en contrat qu'il perdrait s'il ne parvenait pas à livrer les betteraves à temps. Finalement, il acquiesça. Marché conclu. Les exclamations de surprise des travailleurs furent immédiates. « Patron, vous n'êtes pas sérieux !» protesta Bernard. Antoine leva la main faisant taire tout le monde. « Mais vous commencez immédiatement. Si d'ici demain midi, cette machine ne fonctionne pas parfaitement, vous partez d'ici, ne revenez jamais et ne recevez rien, pas un centime. Compris ? » « Compris, monsieur, » dit Monique. Antoine se tourna vers Bernard. « Donnez-lui les outils qu'elle demande et laissez-la travailler. Je ne veux personne pour la déranger. J'ai d'autres problèmes à résoudre. » Il monta dans son pick-up et partit en trombe, soulevant de la poussière rouge. Dès que le patron fut parti, l'atmosphère changea complètement. Les travailleurs s'approchèrent de Monique avec des sourires moqueurs et des regards de dédain. « Tiens, la mécanicienne de char est arrivée, » provoqua l'un d'eux, un homme grand et mince en chemise à carreaux. « Elle va réparer avec quoi? Avec des prières, avec de la sorcellerie. Je parie qu'elle ne sait même pas où se trouve le moteur de cette machine, » dit un autre, gros et en sueur. « Les femmes ne comprennent rien au moteur, » déclara un troisième en crachant par terre. « Ma femme sait à peine changer l'huile de la voiture. Imaginez réparer une jacte. » Monique respira profondément. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait ce genre de commentaires. À la base militaire américaine, surtout les premiers jours, elle avait affronté un scepticisme similaire. Des mécaniciens hommes qui refusaient de travailler avec elle, qui faisaient des blagues sur ses petites mains, qui doutaient de chaque diagnostic qu'elle donnait.
jusqu'à ce qu'ils commencent à voir les résultats. « Je dois chercher mes outils chez moi, dit-elle calmement. Je reviens dans 1 heure. »« Des outils ?» rit Bernard. « Elle a des outils. Ce doit être un marteau-jouet et un tournevis rose. » Les rires résonnèrent, tandis que Monique montait étoile et galopait vers sa maison. Chaque rire était un coup d'aiguille dans son orgueil, mais elle avait appris à l'armée qu'un orgueil blessé guérit. Les personnes aimées qui meurent ne reviennent pas. Quand elle arriva à la maison en pisé, Madame Thérèse était réveillée, assise dans son vieux rocking-chair, la main sur la poitrine comme elle le faisait toujours quand elle sentait les palpitations irrégulières. « Ma fille, où étais-tu ? Je me suis inquiété. » Monique s'agenouilla à côté de sa mère, tenant ses mains froides. « Maman, je vais trouver l'argent pour ton opération. J'ai conclu un accord avec l'agriculteur Antoine Mercier. » Madame Thérèse écarquilla les yeux. « Antoine Mercier, l'homme le plus riche de la région. Comment, ma fille ? Je vais réparer une de ses machines. Si j'y parviens, il paiera ta chirurgie. » La mère secoua la tête, inquiète. « Ma fille, tu ne lui dois rien à cet homme. Il ne tiendra pas sa promesse. Les gens riches n'aident pas les pauvres comme ça, non. Il la tiendra, maman. Je sais qu'il la tiendra. » Monique ne savait pas si elle essayait de convaincre sa mère ou elle-même. Elle se dirigea vers la petite pièce qui servait de débarras et sortit de sous le lit une lourde et solide boîte en métal. C'était sa boîte à outils de la base de Souges. Chaque pièce marquée du sceau du département de la Défense des États-Unis. Il y avait tout ce qu'elle avait pu emporter. Jeux de clés Allen en système métrique et impérial. Clés dynamométriques de précision calibrées. Pince spéciale pour tuyaux hydrauliques, haute pression, manomètre, multimètre numérique étanche, lampe frontale militaire, LED haute puissance et même quelques manuels techniques en anglais sur les systèmes hydrauliques de véhicules lourds. « Je reviens avant la nuit, maman, » dit Monique en embrassant le front de Madame Thérèse. « Prends ton médicament de 15 heures, s'il te plaît. Je l'ai laissé séparé sur la table. » Quand Monique retourna à la ferme des 3 frères, portant la lourde boîte à outils, il était déjà presque 9 heures du matin. Le soleil était brûlant, la température avoisinant les 38 degrés. Un groupe de travailleurs faisait une pause café, assis à l'ombre d'un manguier, et quand ils la virent arriver, les commentaires recommencèrent « Regardez, la miraculée est de retour. Jolie boîte, hein ? Elle a dû l'acheter au marché. » Eudé saura-t-elle au moins allumer la machine ? Monique les ignora tous et se dirigea directement vers la Jacktover 500. De près, la moissonneuse était encore plus imposante. 8,5 mètres de long, 3,2 mètres de large, pesant 17 tonnes. La barre de coupe avant avait des lames rotatives affûtées qui pouvaient traiter 120 tonnes de betteraves par heure quand elle fonctionnait correctement. Maintenant, cependant, elle était morte. Arrêtée, inutile. Monique fit le tour complet de la machine, observant chaque détail. Elle remarqua que le compartiment moteur avait encore des résidus de fumée noire collés sur les côtés. Elle monta dans la cabine qui était déverrouillée et vérifia le panneau de commande numérique. Il y avait 3 codes d'erreur clignotant en rouge sur l'écran. E047, E051 et E063. Elle prit un des manuels techniques de sa boîte. Un manuel du fabricant FPT sur les moteurs Cursor 9 qu'elle avait étudié en travaillant avec des moteurs similaires sur des générateurs diesel de la base militaire. Les codes indiquaient E047, défaillance du capteur de pression du rail de carburant E051, température excessive dans le système de recirculation des gaz, et E063, pression hydraulique inférieure à la limite de fonctionnement dans le circuit primaire. Murmura-t-elle pour elle-même. 3 techniciens de Jacto sont venus ici et se sont probablement concentrés sur les codes électroniques. Ils ont tout misé sur le CU. Elle descendit de la cabine et ouvrit le compartiment moteur. La chaleur qui s'en échappait était suffocante. Le moteur FPT Cursor 9 de 340 chevaux était là, tout couvert de graisse et de poussière. Monique connecta son multimètre et commença à faire des tests de continuité sur les capteurs. Pendant qu'elle travaillait, les travailleurs s'approchèrent, curieux malgré leur dédain.
Qu'est-ce qu'elle fait? Demanda l'un d'eux. Je ne sais pas, répondit un autre. Elle mesure quelque chose avec son petit appareil. Bernard s'approcha, les bras croisés. Alors, mécanicienne, vous avez déjà trouvé le problème? Monique ne le regarda même pas. Les capteurs fonctionnent parfaitement. Le problème n'est pas électronique. Ah bon? Et comment vous savez? Se moqua le contremaître. Les techniciens de Jactot, qui ont étudié des années en faculté d'ingénierie, ont dit que c'était le module ECU. Ils ont remplacé la pièce pour 18 000 € et ça n'a rien résolu. Mais vous, qui apparaissez de nulle part, vous savez déjà que ce n'est pas électronique. Je le sais par le son, dit Monique. Simplement par le son. Bernard rit. Vous avez entendu ça, les gars? Elle diagnostique par le son. Elle a dû avoir l'ouïe d'une chauve-souris. Plus de rire. Monique continua à travailler, impassible. Pendant les heures suivantes, elle travailla méthodiquement, testant chaque composant du moteur, vérifiant les pompes à carburant, inspectant les bougies de préchauffage, mesurant la compression des cylindres. Tout fonctionnait dans les paramètres. Le midi arriva. Le soleil était à son zénith, frappant sans pitié. Monique était trempée de sueur, ses cheveux bleus collés à son front, ses vêtements militaires maculés de graisse et d'huile. Elle ne s'était même pas arrêtée pour boire de l'eau. « Hé, mademoiselle !» appela l'un des travailleurs plus jeunes, un garçon d'une vingtaine d'années. « Vous voulez de l'eau ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Bernard intervint. « Laissez-la. Si elle est une vraie mécanicienne, elle peut travailler aussi dur qu'un homme. Elle peut le supporter. » Le jeune recula, intimidé. Monique essuya la sueur de ses yeux et continua. Elle commença à démonter le système hydraulique, suivant chaque ligne et tuyau, depuis le réservoir principal jusqu'aux actionneurs. C'était un travail minutieux qui exigeait patience et connaissances techniques approfondies. Dans l'après-midi, vers 15 heures, Bernard revint avec d'autres travailleurs. Il était clairement ennuyé et décida de transformer Monique en divertissement. « Les gars, faisons un pari, » annonça-t-il à haute voix. « Combien de temps avant qu'elle abandonne? Je parie que d'ici 17 heures, elle pleurera et demandera à partir. »« Je parie qu'elle ne sait même pas ce qu'elle fait, » dit un autre. « Elle ne fait que tripoter les choses au hasard, faisant semblant de comprendre. Elle a dû voir une vidéo de mécanique sur YouTube et a cru devenir experte, » rit un troisième. « C'est comme ça, les femmes, » commenta un quatrième travailleur, un homme d'une 60aine d'années. Elles croient pouvoir faire un travail d'homme, et bientôt elles demanderont de l'aide, pleines de chichis. Monique serra les dents. Chaque commentaire lui faisait plus mal que le précédent, mais elle avait vécu pire. À l'armée, un sergent avait dit un jour devant tout le monde qu'elle n'avait été acceptée que parce qu'il devait respecter un quota de femmes. Elle avait répondu en réparant un char que 3 mécaniciens expérimentés avaient déclaré comme perte totale, le faisant rugir de nouveau en 48 heures de travail ininterrompu. À 17 heures, Monique fit une pause. Son dos lui faisait mal, ses mains tremblaient d'épuisement, et elle avait le vertige de faim et de soif. Mais elle avait complètement cartographié le système hydraulique et avait un soupçon croissant sur l'origine du problème réel. Ce fut à ce moment qu'elle entendit le bruit d'un pick-up qui s'approchait. C'était Antoine Mercier qui revenait vérifier les progrès. Il descendit du véhicule et s'approcha de la moissonneuse d'un pas ferme. « Alors » demanda-t-il, la voix neutre mais les yeux sceptiques. « Vous avez déjà réparé ma machine à 2,7 millions d'euros ?» Monique se leva, s'essuya les mains avec un chiffon et fit face à l'agriculteur. « Monsieur, j'ai besoin de travailler pendant la nuit. Le problème se trouve dans un composant que je ne peux accéder qu'avec la machine complètement froide. Si le moteur refroidit maintenant, j'aurai besoin d'au moins 6 heures pour qu'il refroidisse complètement et de 10 heures de travail technique supplémentaire. » Antoine regarda le ciel qui commençait à rougir avec le coucher du soleil. « Vous avez jusqu'à demain midi, pas une minute de plus. » Il se retourna pour partir, mais marqua une pause. « Et n'essayez pas de me tromper. J'ai des caméras de sécurité qui surveillent cette zone.
Quand le patron fut parti, Bernard s'approcha de Monique avec un sourire cruel. « Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Des caméras. Si vous essayez de voler quelque chose, nous le saurons. » « Je ne suis pas une voleuse, » dit Monique calmement. « C'est ce que disent tous les voleurs, » rétorqua le contremaître. « Les gens comme vous qui viennent des petites maisons en pisé trouvent toujours un moyen de prendre quelque chose. Soyez vigilante !» Monique sentit des larmes de colère brûler ses yeux, mais elle n'en laissa tomber aucune. Elle tourna simplement le dos et continua à travailler tandis que le soleil disparaissait lentement à l'horizon infini des champs de betteraves. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ni Bernard, ni les travailleurs moqueurs, ni même Antoine Mercier lui-même, c'est que pendant que Monique travaillait seule sur cette gigantesque moissonneuse, quelque chose se passait loin de là qui allait changer complètement le cours de cette histoire. Car Antoine, malgré sa façade dure et ses commentaires sceptiques, avait été profondément touché par la mention d'une mère malade ayant besoin d'une chirurgie à 22 000 €. Et il avait pris une décision qui révélerait le véritable homme derrière le masque de l'agriculteur impitoyable. Pendant que Monique préparait sa lampe frontale pour travailler sous les étoiles, Antoine Mercier était dans son pick-up, instruisant son chauffeur de confiance. « Trouvez où cette jeune femme habite. Je veux tout savoir sur sa mère et je veux cette information dans l'heure. » La nuit ne faisait que commencer, et les deux, la mécanicienne désespérée et l'agriculteur riche, étaient sur le point de découvrir que, parfois, les plus grands miracles se produisent quand on s'y attend le moins. La nuit tomba sur les champs de betteraves de la Beauce, comme un manteau sombre parsemé d'étoiles. Monique ajusta sa lampe frontale militaire, une LED haute puissance qui éclairait un rayon de 15 mètres et continua de travailler sur la Jactover 500. Le silence n'était brisé que par le chant des grillons et le tintement occasionnel de ses outils contre le métal. Elle était seule. Tous les travailleurs étaient repartis depuis des heures et toute la ferme semblait dormir. Monique avait refusé de rentrer chez elle pour dîner ou se reposer. Chaque minute comptait. Chaque seconde perdue était une seconde de moins de vie pour Madame Thérèse. Vers 22 heures, elle réussit enfin à accéder complètement au système hydraulique primaire de la moissonneuse. Avec le moteur froid, elle pouvait travailler sans risque de brûlure. Ses petites mains agiles se glissaient entre des compartiments étroits, déconnectant des tuyaux haute pression, drainant le fluide hydraulique, retirant les connexions une par une. C'était un travail qui exigeait non seulement de la force, mais une précision absolue, une erreur, une connexion mal faite, et tout le système de 17 circuits indépendants pourrait échouer catastrophiquement. La pression de fonctionnement de ce système était de 270 bars, suffisante pour arracher un doigt si un tuyau se rompait. Pendant que Monique travaillait, elle ne savait pas qu'à 12 kilomètres de là, dans la petite maison en pisé, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Antoine Mercier avait reçu les informations qu'il avait demandées. Son chauffeur Jean-Luc, un homme de confiance qui travaillait à la ferme depuis 23 ans, était allé au Petit Pont et avait discuté discrètement avec les voisins. L'histoire qu'il rapporta toucha quelque chose de profond dans le cœur de l'agriculteur. Madame Thérèse était en effet très malade. Les voisins racontèrent qu'elle vendait des légumes au bord de la route depuis plus de 30 ans, depuis qu'elle était devenue veuve, quand Monique n'avait que 3 ans. Elle avait élevé sa fille seule, avec dignité et travail acharné. Quand Monique avait réussi à entrer dans l'armée américaine à 21 ans, ce fut le jour le plus heureux de la vie de Madame Thérèse. « Ma fille aura un avenir meilleur », disait-elle à tous avec fierté. Maintenant, à 67 ans, Madame Thérèse dépérissait. Ses mains tremblaient constamment à cause des arythmies. Elle parvenait à peine à marcher de son lit à la cuisine sans être essoufflée. Et le pire, les voisins racontèrent qu'elle pleurait en cachette la nuit, non de douleur physique, mais de culpabilité d'être un fardeau pour sa fille, qui était revenue en courant des États-Unis pour s'occuper d'elle. Antoine écouta tout en silence, assis sur le porche de sa grande maison. Quand Jean-Luc eut terminé de raconter, l'agriculteur resta à regarder l'horizon sombre pendant de longues minutes. « Patron !» appela Jean-Luc. « Vous allez bien ?»
Antoine se leva brusquement. « Allons faire un tour maintenant. » Il était presque 23 heures. Ils montèrent dans le Ranger noir et roulèrent jusqu'à la maison en pisée de Madame Thérèse. Quand ils frappèrent à la porte, la vieille dame était réveillée, assise dans son rocking-chair, un chapelet à la main, priant doucement pour sa fille qui travaillait sous les étoiles, essayant de faire un miracle. En ouvrant la porte et en voyant Antoine Mercier là, immobile, l'homme le plus riche et puissant de la région, Madame Thérèse faillit faire une autre crise cardiaque. Sa main s'envola vers sa poitrine et elle chancela. Antoine lui prit le bras avec douceur. « Calmez-vous, madame. Je ne suis pas venu faire du mal. Je suis venu aider. »« Qui êtes-vous » balbutia Madame Thérèse, confuse et effrayée. « Mon nom est Antoine Mercier. Votre fille est dans ma ferme en ce moment, essayant de réparer une machine. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Madame, j'ai appris que vous étiez malade et que vous aviez besoin d'une opération. Allons à l'hôpital. » Madame Thérèse secoua la tête, les larmes commençant à couler. « Monsieur, je n'ai pas d'argent. Ma fille essaie d'en trouver, mais je ne peux pas accepter la charité d'un étranger. Non, ma mère m'a appris à avoir de la dignité. » « La dignité n'est pas de refuser de l'aide quand on en a besoin, » dit Antoine doucement. « La dignité est d'accepter l'aide avec gratitude et de la transmettre quand on le peut. Je peux aider maintenant. Demain, j'aurai peut-être besoin d'aide et quelqu'un m'aidera. C'est comme ça que le monde devrait fonctionner. Mais ma fille, elle a fait un accord avec vous. Je sais pour l'accord et peu importe qu'elle parvienne à réparer la machine ou non. Vous allez être opéré aujourd'hui, maintenant. » Sa voix devint plus ferme. « Et avant que vous ne demandiez, oui, je paierai tout. » Madame Thérèse éclata en sanglots. Antoine, mal à l'aise avec les émotions, fit signe à Jean-Luc, qui aida la dame à prendre quelques affaires et à monter dans le pick-up. Pendant qu'il roulait les 90 kilomètres jusqu'à la clinique Saint-Louis de Clermont-Ferrand, Madame Thérèse demanda « Pourquoi faites-vous ça? Vous ne me connaissez même pas. » Antoine resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur la route sombre. Finalement, il répondit « Parce que j'ai eu une fille autrefois, elle avait le même âge que votre Monique quand... » Sa voix défaillit. « Elle est morte dans un accident de voiture il y a 12 ans et les derniers jours avant de mourir, elle était malade. J'ai payé les meilleurs médecins, les meilleurs hôpitaux, mais ça n'a pas servi à rien. L'argent n'a pas sauvé ma fille. » Il se racla la gorge, visiblement ému. « Mais ça peut vous sauver, vous. Et si je peux faire ça, si je peux donner à votre fille la chance d'avoir sa mère vivante et en bonne santé, alors peut-être que mon argent servira à quelque chose de bien. » Madame Thérèse pleura le reste du chemin, mais maintenant c'étaient des larmes de gratitude. Pendant ce temps, à la ferme des Trois Frères, Monique poursuivait son travail méticuleux. Il était déjà minuit passé quand elle trouva enfin ce qu'elle cherchait. Là, caché à l'intérieur de la pompe hydraulique principale, se trouvait un composant minuscule, la valve compensatrice de pression variable, ou VCP. Monique la retira soigneusement et l'examina sous la lumière de sa lampe. Le siège interne était corrodé, avec de petites fissures qui permettaient une contre-pression dans le système. Cela faisait que l'ordinateur de la machine détectait l'anomalie et entrait en mode de protection thermique, coupant l'alimentation en pression de la barre de coupe. « Je t'ai trouvé », murmura-t-elle à la petite pièce, qui n'était pas plus grande qu'une pièce d'1 €. Le problème était sérieux. Cette valve avait une durée de vie théorique de 15 000 heures, et la machine n'avait que 7 000 heures d'utilisation. Les techniciens de Jacto n'avaient même pas envisagé de la vérifier, car statistiquement, il était impossible qu'elle soit défectueuse. Mais Monique savait que les statistiques ne signifient rien quand on a affaire au composant spécifique qui a décidé de tomber en panne. Changer la valve exigeait de démonter complètement la pompe hydraulique principale. Un travail de 16 heures, avec des outils spécialisés dans un atelier approprié. Monique n'avait ni les outils, ni le temps, ni l'atelier.
Elle regarda la pompe monstrueuse de 170 kilos, puis ses outils militaires improvisés, et un sourire fatigué apparut sur son visage sali par la graisse. À l'armée, travaillant sur des champs de bataille simulés pendant les entraînements, elle avait appris que l'ingéniosité valait plus qu'un équipement parfait. Un officier supérieur disait toujours « Un bon soldat est un soldat qui improvise. Un excellent soldat est un soldat qui improvise et laisse l'équipement meilleur qu'il ne l'était. » Monique commença à travailler sur une solution qui ne figurerait jamais dans aucun manuel technique. Utilisant des morceaux de bois qu'elle trouva dans le hangar à outils, de vieilles chaînes qui traînaient dans un coin et sa connaissance profonde de la physique mécanique, elle créa un système de levier et de support qui lui permit d'accéder à la valve sans démonter complètement la pompe. C'était un travail délicat, un faux mouvement, et toute la pompe, à 90 000 €, serait ruinée. Ses mains tremblaient d'épuisement, mais elle les garda fermes, par pure force de volonté. À 3 heures du matin, alors qu'elle était au moment le plus critique de la réparation, elle entendit un bruit dans les bois voisins, des grognes sourdes et profondes. Monique se figea. Elle reconnaissait ce son d'après les récits des travailleurs de la région, des sangliers. Elle regarda autour d'elle et vit, à la lisière du champ éclairé par sa lampe, environ 15 sangliers qui s'approchaient. Les porcs sauvages étaient attirés par l'odeur des restes de betteraves, mais pouvaient être extrêmement agressifs s'ils se sentaient menacés. Avec leur défense acérée et leur comportement en bande, ils étaient capables de tuer un humain. Monique laissa tomber ses outils et courut jusqu'à l'endroit où elle avait laissé Étoile attachée. Dans la sacoche de la selle, elle portait toujours un fusil de calibre 20, héritage de son père décédé quand elle avait 3 ans. Elle revint en courant et tira 2 coups de semonce en l'air. Le coup de feu résonna dans la nuit silencieuse. Les sangliers grognèrent effrayés et s'enfuirent dans les bois. Monique attendit 5 minutes, le cœur battant à tout rompre, avant de reprendre le travail. Ses mains tremblaient encore plus maintenant, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Pendant toute la nuit, elle travailla, en sueur, épuisée, affamée, mais déterminée. À 5 heures du matin, couverte d'huile jusqu'au coude, elle réussit enfin à remplacer le siège de la valve en utilisant une technique de réparation appelée rodage et ajustement, qu'elle avait apprise en restaurant des pompes hydrauliques de chars M1A2 revenant de mission au Moyen-Orient. Quand elle termina la réparation et commença à remonter les composants, ses mains saignaient. Elle avait de petites coupures aux doigts, un ongle cassé, des ampoules aux paumes, mais elle ne sentait rien. Elle ne pouvait penser qu'à Madame Thérèse. À 5h30 du matin, épuisée au-delà des limites humaines, Monique galopa de nouveau vers sa maison sur Étoile pour se nettoyer un peu avant la date limite de midi. Quand elle poussa la porte de la maison empisée, la première chose qu'elle vit fut un mot sur la table de la cuisine de la calligraphie tremblante de sa mère. « Ma fille chérie, je suis allée à l'hôpital avec Antoine Mercier. Il a dit que tu lui avais parlé. Ne t'inquiète pas pour moi. Il a promis qu'il s'occuperait de tout. Concentre-toi sur ton travail. Je t'aime, maman. » Monique lut le mot 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis elle s'effondra là, sur le sol de la cuisine, et pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis qu'elle était enfant. Des sanglots profonds qui secouaient tout son corps épuisé. Antoine Mercier avait emmené sa mère à l'hôpital sans aucune garantie que Monique parviendrait à réparer la moissonneuse sans rien exiger en retour. Il avait fait cela par pure bonté, par compassion sincère, parce qu'il avait vu la souffrance de 2 personnes et avait le pouvoir de la soulager. Monique pleura de gratitude, de soulagement, d'épuisement, d'espoir. Elle pleura pour tous les jours de désespoir, pour toutes les nuits, priant pour un miracle. Et le miracle était arrivé sous la forme d'un riche agriculteur, que tout le monde disait dur et impitoyable, mais qui avait un cœur capable de gestes extraordinaires d'humanité. Elle se leva du sol à 5h50 du matin, se lava le visage, changea de vêtements, but 2 verres d'eau glacée et repartit au galop vers la ferme des 3 frères. À 6h15, avant même que le soleil ne se lève complètement,
Monique était déjà de retour à la moissonneuse, vérifiant chaque connexion qu'elle avait faite, chaque vis qu'elle avait serrée, chaque tuyau qu'elle avait reconnecté. Elle travaillait avec la précision d'un chirurgien car elle savait que cette machine devait fonctionner non seulement pour sauver les contrats d'Antoine, mais pour prouver que sa confiance en l'emmenant à l'hôpital n'avait pas été vaine. À 7 heures du matin, Antoine arriva à la ferme, venant directement de l'hôpital. Il avait passé toute la nuit là-bas, accompagnant Madame Thérèse pendant tous les préparatifs préopératoires. La chirurgie était prévue pour 8 heures. Quand il s'approcha de la moissonneuse, il vit Monique complètement couverte de graisse et d'huile, les cheveux bleus collés à son visage en sueur, travaillant avec une dévotion absolue qui frôlait l'obsession. Il observa en silence un instant avant de s'approcher. « Mademoiselle !» Monique leva la tête, s'essuya les mains avec un chiffon et se retourna. Ses yeux se remplirent de larmes quand elle vit Antoine. « Monsieur, vous avez été très bon. Et vous m'avez aidé sans avoir la garantie que j'allais terminer. » Antoine garda son expression dure, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. « Je sais que vous n'y arriverez pas. » Son ton avait une apparence d'arrogance, mais Monique, entraînée à lire les gens dans des situations de haute tension, vit au-delà, perçut que cet homme derrière la façade de dur à cuire avait un cœur tendre et se faisait sévère pour protéger sa propre vulnérabilité. C'était un mécanisme de défense, pas une cruauté authentique. « Je vous remercie, monsieur, mais permettez-moi de continuer à faire de mon mieux, » dit-elle d'une voix ferme, retournant au travail. Antoine continua d'observer en silence pendant quelques minutes, puis dit presque avec désinvolture: « Si vous parvenez à terminer cette machine aujourd'hui, vous serez embauchée ici comme mécanicienne. Salaire de 2500 € à temps plein. » Monique s'arrêta, le regarda avec surprise, mais se contenta d'acquiescer. « J'y parviendrai, monsieur, je vous le promets. » À 11h45 du matin, 15 minutes avant la date limite, Monique serra la dernière vis du couvercle du compartiment hydraulique. Ses mains tremblaient d'épuisement, mais elle les tint fermement par pure force de volonté. Elle nettoya ses paumes sales avec un vieux chiffon et fit une prière silencieuse. Elle n'était pas religieuse, mais à ce moment-là, elle avait besoin de croire en quelque chose de plus grand. Elle monta dans la cabine de la Jacques Tauvert 500, sentant la chaleur du métal chauffé par le soleil de midi. Elle vérifia les niveaux d'huile hydraulique, parfait, vérifia le carburant, réservoir plein. Elle respira profondément 3 fois, comme le faisaient les mécaniciens, avant de démarrer les chars fraîchement réparés à la base militaire, et tourna la clé. Le moteur FPT Cursor 9 de 340 chevaux rugit à la vie avec un ronflement profond, constant et parfait, sans rater, sans à-coups, sans ce tac-tac-champ maladif qu'elle avait entendu la veille. C'était le plus beau son que Monique n'ait jamais entendu de sa vie, le son d'un gros moteur diesel, fonctionnant exactement comme il le devrait. Elle activa le système hydraulique. La réponse fut immédiate. La barre de coupe avant commença à tourner doucement, ses lames rotatives, scintillant au soleil comme des dents de métal affûtées, prêtes à dévorer les betteraves. L'élévateur hélicoïdal se déplaça avec une précision millimétrique, répondant aux commandes du joystick. Tous les 17 circuits hydrauliques indépendants répondirent parfaitement. La pression stable à 270 bars dans les spécifications d'usine. Monique descendit de la cabine, les jambes tremblantes, et là, Antoine Mercier l'attendait complètement incrédule, la bouche légèrement ouverte, les yeux écarquillés. Autour de lui, au moins 12 travailleurs observaient en silence absolu, le même silence qui précède les tremblements de terre. Comment fut tout ce qu'Antoine put dire. Monique s'essuya les mains à nouveau et expliqua avec l'objectivité technique qu'elle avait apprise à l'armée. « Monsieur, la valve compensatrice de pression variable du circuit primaire avait le siège interne corrodé. De petites fissures permettaient une contre-pression qui faisait entrer le système en mode de protection thermique, coupant l'alimentation en pression hydraulique de la barre de coupe. J'ai remplacé le siège en utilisant une réparation de type rodage et ajustement,
que j'ai apprises en restaurant des pompes hydrauliques de chars M1A2 dans l'armée américaine. Elle fit une pause, voyant qu'Antoine la regardait toujours sans y croire. La pompe principale fonctionne maintenant avec une pression constante de 270 bars, exactement dans les spécifications d'usine établies par Jacto. Les techniciens qui sont venus avant n'ont regardé que les codes d'erreur électronique et ont diagnostiqué une défaillance du module ECU, remplaçant la pièce pour 18 000 € sans rien résoudre, mais n'ont pas recherché la cause mécanique profonde. C'est une erreur courante quand on dépend trop des diagnostics informatisés sans comprendre les systèmes physiques sous-jacents. Antoine secoua la tête lentement, encore en train de digérer. Bernard Fournier, le contremaître qui s'était tant moqué d'elle, avait l'air piteux, incapable de dire un mot. Les autres travailleurs murmuraient entre eux, incrédules. « Vous êtes embauché, » dit Antoine. « Vous commencez lundi prochain, 2 500 € à temps plein, avec tous les avantages. »« Merci, monsieur, » dit Monique, la voix brisée par l'émotion. « Et ma mère, comment va-t-elle » Pour la première fois, Antoine sourit. Un petit sourire, mais authentique. « Votre mère va bien. La chirurgie a été un succès absolu. Elle est déjà en convalescence. Vous pouvez lui rendre visite à l'hôpital maintenant, si vous voulez. » Monique s'effondra en larmes là, devant tout le monde. Elle ne se souciait pas des regards des travailleurs, de son apparence couverte de graisse, de rien. Sa mère était vivante, était sauvée, et elle avait un emploi. Les semaines suivantes furent une transformation complète dans la vie de Monique. Madame Thérèse se remit parfaitement de l'opération, rentrant chez elle 15 jours plus tard, le stimulateur cardiaque fonctionnant comme une horloge suisse. Ses mains cessèrent de trembler, sa respiration devint régulière et elle retrouva des couleurs au visage. Monique commença à travailler à la ferme des Trois Frères le lundi suivant, supervisant toute la maintenance de la flotte de machines agricoles, 12 tracteurs New Holland, 4 moissonneuses Jacto, 7 remorques Jumil et 3 broyeurs Manta-Mint. Les mêmes travailleurs qui s'étaient moqués d'elle la traitaient maintenant avec un respect prudent. Bernard, surtout, marchait sur la pointe des pieds autour d'elle, clairement embarrassé de ce qu'il avait dit. Antoine, de son côté, commença à consulter Monique non seulement sur les questions de maintenance, mais sur les décisions opérationnelles de la ferme. Il valorisait sa perspective unique, façonnée par des années de discipline militaire et de pensée stratégique. Puis un matin de janvier, environ 5 semaines après qu'elle ait commencé à travailler, arriva une lettre recommandée avec un timbre international. L'enveloppe portait le cachet Brennan & Associates, Lyon, France. Monique l'ouvrit, les mains tremblantes. « Chère mademoiselle Duval, nous avons le plaisir de vous informer que nous avons gagné votre action contre le département de la Défense des États-Unis pour les sommes indûment retenues lors de votre dispense. Le montant de 22 747 $ US, équivalent à 35 000 € au taux de change actuel, a été déposé sur votre compte, accompagné des intérêts compensatoires. Nous nous excusons pour le retard bureaucratique. » Monique lut la lettre 3 fois avant de croire. 35 000 €. Assez d'argent pour rembourser Antoine pour ce qu'il avait dépensé pour la chirurgie de Madame Thérèse et encore de quoi construire une meilleure maison pour sa mère. Elle courut au bureau d'Antoine, qui révisait des tableaux de production de la récolte. « Monsieur, j'ai reçu l'argent de l'armée américaine. Je peux vous rembourser pour l'opération de ma mère maintenant. » Antoine leva les yeux des tableaux, retira ses lunettes de lecture et fit un geste de la main, comme pour chasser une mouche. « Je ne veux pas. Mais monsieur, c'était 22 000 €. Vous le méritez. »« J'ai dit que je ne voulais pas, » répéta-t-il avec fermeté. « Vous avez réparé ma moissonneuse et m'avez sauvé de perdre 12 millions d'euros en contrat. Plus importante encore, vous m'avez appris une leçon que j'avais besoin d'apprendre depuis longtemps. » Monique cligna des yeux, confuse. « Quelle leçon, monsieur ?» Antoine se leva, marcha jusqu'à la grande fenêtre qui donnait sur les champs de betteraves, s'étendant jusqu'à l'horizon. Il resta silencieux un instant, regardant le paysage vert infini. « Quand je vous ai vu ce premier jour,
sale de la route, avec des vêtements militaires étranges, des cheveux châtains, parlant de chars de combat. Je vous ai jugé complètement sur les apparences. Je vous ai cru folle, menteuse, quelqu'un essayant de me rouler. Il se tourna vers elle. Mais vous avez prouvé que je me trompais complètement. Vous m'avez rappelé que les vies valent infiniment plus que l'argent et les machines. Sa voix devint plus douce, presque paternelle. Les machines cassées peuvent attendre d'être réparées, les contrats peuvent être renégociés, l'argent perdu peut être récupéré, mais la vie de votre mère ne pouvait pas attendre. C'est pourquoi je l'ai emmenée à l'hôpital avant même que vous ne terminiez le travail, parce que j'ai réalisé que même si vous ne parveniez pas à réparer la moissonneuse, votre souffrance à toutes les deux était réelle, authentique, et j'avais le pouvoir de la soulager. Avec la permission du bon Dieu, bien sûr. Monique sentit des larmes chaudes couler sur son visage. « Merci, monsieur. Vous ne savez pas combien cela signifie pour ma mère et pour moi. » Antoine sourit. Un sourire authentique et chaleureux qui transforma complètement son visage, habituellement sévère et fermé. « Arrêtez de m'appeler monsieur, appelez-moi Antoine. Nous sommes collègues maintenant. Et plus que ça, nous sommes amis. » 4 ans s'étaient écoulés depuis ce jour où une jeune femme aux cheveux bleus était apparue à cheval et avait changé non seulement sa propre vie, mais aussi la vie d'un riche agriculteur qui avait oublié ce qui comptait vraiment. Monique Duval, maintenant âgée de 29 ans, était devenue responsable de la maintenance de la ferme des Trois Frères. Elle commandait une équipe de 7 mécaniciens, tous des hommes qui, au début, la regardaient avec scepticisme, mais qui avaient rapidement appris à respecter sa compétence technique et son leadership ferme. La flotte de la ferme était passée de 26 à 34 machines sous sa supervision, et le taux de panne avait chuté de 73% depuis qu'elle avait pris ses fonctions. Avec l'argent qu'elle avait reçu de l'armée américaine, Monique construisit une nouvelle maison pour Madame Thérèse. Ce n'était pas un manoir, mais c'était en maçonnerie, avec 3 chambres, une grande cuisine, une salle de bain complète et un grand porche, où sa mère passait les après-midi à faire du crochet et à discuter avec les voisines. La maison en pisé, où elle avait grandi, était toujours là sur le même terrain, mais servait maintenant de débarras. Madame Thérèse, revigorée par le stimulateur cardiaque qui régulait parfaitement son cœur, avait repris la vente de ses légumes, mais maintenant sur un stand organisé et fixe à la foire municipale du Petit Pont, avec un auvent coloré et une balance numérique. Elle avait des clients réguliers qui venaient chaque semaine acheter ses choux, ses tomates, ses courges, et chaque fois que quelqu'un lui posait des questions sur sa fille, Madame Thérèse parlait avec une fierté qui ne tenait pas dans sa poitrine. Ma Monique est responsable de la maintenance à la ferme des Trois Frères. Elle s'occupe de 34 machines, elle a même eu une augmentation. Antoine et Monique avaient développé une amitié profonde et improbable. Le genre d'amitié qui surgit lorsque 2 personnes traversent ensemble quelque chose de transformateur. Il la consultait fréquemment sur des décisions importantes de la ferme qui allaient bien au-delà de la maintenance mécanique. Il valorisait sa perspective unique, façonnée par des années de discipline militaire et de pensée stratégique qu'elle avait rapportées des États-Unis. Les travailleurs qui s'étaient moqués d'elle ce premier jour la traitaient maintenant avec un respect sincère. Bernard, le contremaître qui l'avait traitée de folle et de menteuse, s'était excusé 3 semaines après qu'elle ait commencé à travailler. « Je vous ai mal jugé, Madame Monique. J'ai été partial et j'ai eu tort. Pardonnez-moi. » Elle avait accepté les excuses avec la grâce de quelqu'un qui comprend que tout le monde fait des erreurs et mérite une seconde chance. Un dimanche après-midi chaud de janvier, Monique était sur le porche de la nouvelle maison, buvant une limonade glacée avec Madame Thérèse. Elle discutait de choses et d'autres, des plantes du jardin qui fleurissaient, du nouveau voisin qui avait acheté le terrain d'à côté, de la fête de village qui aurait lieu sur la place de la ville. C'est alors qu'elles virent le ranger noir d'Antoine remonter le chemin de terre. Il descendit du véhicule portant une grande et lourde boîte avec des sceaux militaires américains collés de tous les côtés. « Ça est arrivé aujourd'hui à la ferme pour vous.
dit-il en tendant la boîte à Monique. C'est venu par la poste internationale. J'ai pensé qu'il valait mieux la porter personnellement. Monique prit la boîte avec curiosité. Elle était lourde et portait des cachets du département de la Défense des États-Unis. Elle l'ouvrit avec précaution et trouva, soigneusement emballée dans du papier bulle, sa médaille de service méritoire de l'armée, une médaille de bronze avec un ruban vert et blanc qu'elle avait laissé derrière elle dans la précipitation de revenir en France lorsqu'elle avait appris la maladie de sa mère. Avec la médaille, il y avait une lettre officielle sur papier à en-tête, signée par son ancien commandant, le colonel Jacques Dubois. Cher spécialiste Duval, nous vous envoyons votre médaille de service méritoire, qui a été laissée dans vos effets personnels à la base. Nous tenons à reconnaître formellement vos 4 années de service exemplaire et de dévouement exceptionnel à la maintenance d'équipements de combat vital pour les opérations de notre unité. Votre travail a sauvé des vies de soldats qui dépendaient des véhicules que vous mainteniez en état de fonctionnement. Vous êtes et serez toujours considérée comme l'une des meilleures mécaniciennes ayant jamais servi sous mon commandement. Nous vous souhaitons plein succès dans votre nouvelle vie en France. Monique tint la médaille, observant comment le soleil de la Beauce se reflétait sur le bronze poli, créant de petits reflets dorés qui dansaient dans ses mains. Elle pensa à tout le chemin parcouru, du Texas au Petit Pont, des chars Abrams aux moissonneuses Jacquetot, du désespoir suffocant à cet après-midi tranquille de dimanche, buvant de la limonade avec sa mère en bonne santé. « Vous savez, Antoine, dit-elle, la voix chargée d'émotion, quand j'étais à l'armée, je pensais que mon but était de maintenir ces chars en état de fonctionnement pour protéger les soldats au combat. C'était un but noble, important. Je me sentais utile. » Elle marqua une pause, faisant tourner la médaille entre ses doigts. « Mais maintenant, je réalise que mon véritable but a toujours été d'utiliser mes compétences pour prendre soin des gens que j'aime et aider ceux qui en ont besoin. Peu importe que ce soit un char de combat ou une moissonneuse de betteraves. Ce qui importe, c'est qu'au final, le travail que nous faisons sert à protéger des vies et à soutenir des familles. » Antoine acquiesça lentement, ému par ces paroles. Madame Thérèse essuya les larmes qui coulaient sur son visage, ridé mais heureux. « Vous me l'avez appris aussi, Monique, » dit Antoine. « Avant que vous n'apparaissiez, je mesurais tout en termes d'argent et de profit, de contrats, de tonnes, de valeur. Mais vous m'avez rappelé que derrière chaque chiffre, il y a une personne. Derrière chaque machine, il y a une famille qui en dépend pour vivre. Et que parfois, la chose la plus importante que nous puissions faire avec nos ressources n'est pas d'augmenter le profit, mais de soulager la souffrance de quelqu'un. » Il regarda Madame Thérèse. « Vous allez bien maintenant parce que votre fille a eu le courage de demander de l'aide, et j'ai eu l'opportunité d'apporter cette aide. Cela vaut plus que n'importe quel contrat de plusieurs millions d'euros que j'ai jamais signé dans ma vie. » Les trois restèrent silencieux un instant, appréciant la douce brise qui agitait les arbres autour de la maison. C'était l'un de ces rares moments de paix complète où tout semble être exactement là où il devrait être. Monique rangea soigneusement la médaille dans la boîte. « Je vais la mettre dans un cadre photo dans le salon, » dit-elle. « Non pas pour m'exhiber, mais pour me rappeler chaque jour d'où je viens et de tout le chemin parcouru. » Antoine se leva pour partir. Mais avant de monter dans son pick-up, il se tourna vers Monique. « Lundi, j'aurai besoin que vous veniez avec moi à Clermont-Ferrand. J'ai une vente aux enchères de machines agricoles et je voudrais votre avis technique avant de faire une offre. »« Vous pouvez compter sur moi, Antoine, » répondit Monique en souriant. Tandis que le ranger noir descendait le chemin de terre, soulevant de la poussière rouge, Madame Thérèse serra la main de sa fille. « Tu sais que je t'aime plus que tout au monde, n'est-ce pas, ma fille ? » « Je sais, maman, et moi aussi je t'aime. » Et là, sur ce porche simple mais confortable, sous le ciel immense de la Beauce, avec le son distant des moissonneuses travaillant dans les champs de betteraves et l'arôme de terre fertile dans l'air, Monique Duval comprit la leçon la plus importante que la vie pouvait enseigner, que la vraie richesse ne réside pas dans des médailles militaires brillantes ou des contrats impressionnants de millions d'euros,
mais dans la capacité de transformer la douleur en compassion, le désespoir en détermination et les étrangers en famille. Parce qu'au final, ce qui reste, ce ne sont pas les machines que nous réparons ou l'argent que nous gagnons. Ce qui reste, ce sont les vies que nous touchons, les gens que nous aidons et l'amour que nous partageons. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. C'est éternel. Touchez votre cœur, embrassez ceux que vous aimez, aidez ceux que vous pouvez, car la vie passe trop vite et le temps n'attend personne. Beaucoup de bonnes personnes disparaissent, des êtres chers, des amis, des membres de la famille. Alors, profitez de chaque moment de rire à table, de chaque jour heureux et dans les moments difficiles, unissez-vous encore plus. Un grand salut à tous. À la prochaine histoire.